La présence des forces de l'OTAN en Ukraine est intolérable. Après qu'une délégation américaine a rencontré des responsables russes en Arabie Saoudite, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a menacé de faire exactement cela. L'avertissement était sans ambiguïté, la paix est impossible si l'OTAN intervient directement en Ukraine. Cependant, la Grande-Bretagne ne va pas reculer, au contraire, elle fait ce dont Poutine a le plus peur, lancer directement au combat des Eurofighter Typhoon. Il ne s'agit pas de n'importe quel programme d'aide, ce sont des avions de combat de l'OTAN, de haut niveau, de haute technologie et à grande vitesse conçus pour régner dans le ciel. Si le plan est approuvé, il s'agira également de l'action militaire la plus directe de l'Occident en Ukraine à ce jour. Washington est surpris, Moscou est secoué et le champ de bataille est sur le point de subir une transformation que personne n'avait anticipée. Quelles sont donc les intentions précises de la Grande-Bretagne? Quel sera l'impact de ces avions de chasse sur le conflit? Et l'OTAN va-t-elle enfin enlever ses gants? Examinons la situation. Le Times a été l'un des premiers médias à couvrir les remarques de Lavrov concernant le refus de la Russie d'autoriser les forces affiliées à l'OTAN à entrer en Ukraine le 18 février. Avant de faire ces remarques, Trump et Poutine ont discuté pendant plus de 4 heures de la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine sans l'aide des pays européens ou, plus important encore, de l'Ukraine elle-même. Trump semble avoir tenté de présenter la domination américaine en affirmant que seuls les États-Unis pouvaient engager des pourparlers de paix avec Poutine. Personne d'autre n'a été invité aux discussions pour cette raison. Le Royaume-Uni pourrait avoir un point de vue légèrement différent, selon une source militaire de haut rang qui ne se trouve pas au Royaume-Uni et citée par The Times. Les négociations entre Trump et Poutine constituaient la première étape. Alors que le Royaume-Uni s'apprête à donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, ce qu'il demande depuis que l'idée de pourparlers de paix a été évoquée pour la première fois, la Russie a exprimé sa position selon laquelle il est maintenant temps d'engager des négociations supplémentaires. Il est évident que Poutine s'oppose à ce que les pays européens envoient des forces militaires importantes en Ukraine. La dernière chose que Poutine souhaite, c'est que des dizaines de milliers de soldats maintiennent la paix entre ses forces et l'Ukraine. Le Royaume-Uni a donc pensé à autre chose, et s'il patrouillait dans le ciel ukrainien, s'il n'était pas en mesure de déployer des troupes au sol, cela équivaudrait à une mission de police aérienne dans laquelle le Royaume-Uni engagerait un nombre important de ses avions de chasse pour patrouiller dans le ciel ukrainien, selon une source gouvernementale britannique de haut niveau. Après la conclusion d'un accord de paix, des dizaines de ces avions, des Eurofighter Typhoon, devront rester en veille permanente pour détecter d'éventuelles attaques russes. La présence de ces avions dans les airs permettrait également à l'Europe d'envoyer une force de maintien de la paix plus réduite en Ukraine, ce qui persuaderait Poutine de changer d'avis sur la proposition. Selon une autre source du Times, le Royaume-Uni pourrait utiliser des technologies de surveillance avancées pour garder un œil sur les forces de Poutine. Cette technologie alerterait le reste du monde en cas d'attaque russe. On ne sait pas cependant si cet équipement de surveillance remplacerait les forces terrestres britanniques ou les aiderait à maîtriser Poutine. Le résultat est le même, quelles que soient les circonstances. Les États-Unis ont simplement été surpris par le mépris du Royaume-Uni pour les affirmations de Lavrov selon lesquelles une force de maintien de la paix ne serait jamais présente en Ukraine. Le Royaume-Uni se prépare à une opération que ni les États-Unis ni la Russie n'avaient anticipée et les premières négociations de Trump ont été ignorées. La question est simple, comment cette procédure va-t-elle se dérouler? Étant donné que le concept d'Eurofighter du Royaume-Uni en est encore à ses débuts, il n'y a actuellement pas de réponse définitive. Le Royaume-Uni pourrait toutefois envoyer ses Eurofighters patrouiller dans le ciel ukrainien selon différentes méthodes. La première est une composante d'une force de dissuasion. Le Financial Times affirme que le Royaume-Uni et la France collaborent actuellement pour mettre en place cette force qui utiliserait la puissance aérienne occidentale pour faire respecter tout accord de cessez-le-feu négocié par l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis soutiendraient cette force qui serait en place pour empêcher Poutine de lancer toute action après avoir accepté une trêve. Le plan s'appuie sur la précédente suggestion du président français Emmanuel Macron d'envoyer une force militaire importante en Ukraine. Cependant, cette stratégie mettrait l'accent sur les avions plutôt que sur les troupes. Bien que cela puisse ne pas sembler être le cas si l'on se base uniquement sur les chiffres, l'Occident a généralement un avantage sur la Russie dans ce domaine. L'armée russe possède 4292 avions, dont 833 chasseurs, selon Global Firepower ou GFP, un agrégateur de puissance militaire. Combiner les 1607 avions que le Royaume-Uni et la France mettent en jeu leur permettent de conserver un stock de plus de 339 avions de chasse. Il est évident que la Russie gagne le jeu des chiffres. Mais pendant le conflit en Ukraine, la Russie a déjà montré que sa force aérienne n'était qu'un tigre de papier. La Russie n'a pas réussi à établir sa suprématie aérienne dans les premières phases de l'invasion, même si elle disposait d'un
nombre nettement plus important d'avions bien plus sophistiqués que l'Ukraine. En février 2024, l'Ukraine a affirmé avoir abattu 342 avions et 325 hélicoptères russes, dont la plupart ont été abattus au cours des premiers mois de la prétendue campagne militaire spéciale de Poutine. Même les missiles solaires et SAM de l'époque soviétique ont réussi à détruire des avions russes, mais la Russie n'a pas réussi à détruire les SAM ukrainiens. Une fois de plus, Poutine a effectivement abandonné ses premières ambitions aériennes lorsque l'Ukraine a commencé à recevoir des technologies modernes par l'intermédiaire de ses partenaires occidentaux. Lorsque l'infériorité de sa force aérienne a été révélée, il s'est tourné vers l'utilisation de ces avions pour larguer des bombes planantes en Ukraine depuis l'arrière des lignes de front. La puissance aérienne de la Russie n'est pas ce qu'elle semble être sur le papier lorsque l'on combine ces problèmes avec un manque de coordination entre les moyens aériens et terrestres résultant de la stratégie militaire fragmentée de la Russie. À travers leurs forces de dissuasion, la France et le Royaume-Uni veulent exploiter ces problèmes. Dans un article publié le 19 février, The Guardian a exploré cette énergie plus en détail. Dans le cadre de cette force, a-t-il déclaré, les dirigeants occidentaux n'enverraient pas plus de 30 000 soldats en Ukraine, la majorité des opérations de maintien de la paix étant consacrées à la défense maritime et aérienne. En outre, l'absence de forces terrestres sur la ligne de front ukrainienne plairait probablement à Poutine et satisferait le président américain Donald Trump. Dans ce scénario, le président ukrainien Volodymyr Zelensky remplacerait la force de dissuasion de 100 000 à 150 000 hommes qu'il a déjà demandé par les chasseurs Eurofighter du Royaume-Uni. Cette stratégie pourrait être efficace pour l'Europe. Le Guardian affirme que, du moins par rapport à la Russie, à l'Ukraine et aux États-Unis, la majorité des forces du continent sont petites. Personne ne peut se permettre d'engager trop de troupes, car cela les rendrait impuissantes. En outre, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a précédemment déclaré que les États-Unis n'enverraient pas de soldats en Ukraine. En substance, il s'agit d'un message subliminal adressé à l'Europe selon lequel tout futur cessez-le-feu doit être géré par elle indépendamment des États-Unis. Les États-Unis n'étaient pas préparés à la rapidité avec laquelle le Royaume-Uni et la France ont réagi. Cependant, ce n'est qu'une stratégie possible et elle dépend de la capacité du Royaume-Uni et de la France à envoyer 30 000 soldats en Ukraine. La force de dissuasion pourrait être condamnée si Poutine la rejette. La méthode baltique pourrait être plus efficace. Défense Express a proposé que le Royaume-Uni adopte une stratégie similaire à celle observée dans les pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie, dans un article publié le 3 mars qui décrit ce que pourrait inclure une telle patrouille aérienne au-dessus de l'Ukraine. Les trois anciens gouvernements soviétiques craignent que si Poutine réussit à s'emparer de l'Ukraine, ils seront les prochaines cibles. Michael Clark, commentateur sur la sécurité et la défense pour Sky News, semble partager ce point de vue, étant donné que le dirigeant russe a précédemment affirmé que ces trois pays faisaient partie de l'empire naturel de la Russie. Il affirme que les États baltes sont parmi les plus susceptibles de répondre aux aspirations de Poutine. Une invasion directe est envisageable puisque la Lettonie et l'Estonie ont une frontière commune avec la Russie. Bien qu'elle soit frontalière de la Biélorussie, un allié de la Russie, et dangereusement proche de l'enclave russe de Kaliningrad, la Lituanie est un peu mieux sécurisée. L'approche baltique est une mission de police aérienne de l'OTAN en vigueur depuis 2004 afin de compenser les faibles capacités de l'aviation et de la défense aérienne de la Lituanie et de l'Estonie. Les membres de l'OTAN déploient à tour de rôle des avions de chasse dans ces pays, leur fournissant ainsi une force aérienne de fortune. Ces avions de chasse patrouillent aux frontières des républiques baltes à l'affût de tout avion russe que Poutine aurait pu envoyer en mission de reconnaissance clandestine. Les avions russes sont escortés hors de l'espace aérien balte après avoir été localisés. La stratégie fonctionne. Par exemple, 6 avions russes ont été interceptés par des avions de l'OTAN en septembre 2024 alors qu'ils tentèrent de traverser la mer Baltique. Le fait qu'aucun des 6 avions ne disposait d'un plan de vol ou d'un transpondeur suggère que Poutine les a envoyés pour espionner les pays baltes. 4 Sukhoi Su-30 MKI et un Sukhoi Su-35, l'un des avions de chasse les plus sophistiqués de Russie, faisaient partie des appareils. Les soldats de l'armée de l'air allemande, impliqués dans la mission d'interception, ont déclaré que les pilotes de ces avions russes n'étaient pas coopératifs mais pas hostiles une fois confrontés. Un avion russe de type Kuta survolait la mer Baltique et se trouvait dangereusement près de la frontière norvégienne lorsque l'armée de l'air italienne l'a intercepté. Cet incident s'est produit environ 2 mois plus tard. L'OTAN a une fois de plus affirmé que les avions ne respectaient pas les normes internationales, laissant entendre que Poutine avait des intentions sinistres lorsqu'il les a lancés au-dessus de la mer Baltique. Il est remarquable que peu d'avions soient également utilisés dans ces missions baltes. Selon Défense Express, au moins 8 avions de chasse sont généralement utilisés dans le cadre de la mission de police du ciel dans la Baltique.
4 F-35A néerlandais et 4 chasseurs Rafale français ont participé à la dernière rotation. Le nombre d'appareils peut parfois augmenter, notamment si l'OTAN pense que la Russie va intensifier ses activités dans la Baltique. Par exemple, entre le 30 novembre 2023 et le 1er mars 2024, 12 avions, 4 F-16 belges et polonais et 4 Mirage 2005 français, ont balayé le ciel de la Baltique. L'Ukraine pourrait bénéficier d'une stratégie similaire, mais il y a des problèmes. Comme la ligne de front du conflit en Ukraine s'étend sur environ 1100 km, une police aérienne composée de plus de 8 à 12 avions à réaction sera nécessaire. Il ne faut pas oublier la mer Noire et la Crimée, qui peuvent toutes deux constituer des points d'entrée en Ukraine et nécessiteront des patrouilles. Le Royaume-Uni ne peut pas y parvenir seul, c'est pourquoi il collabore avec la France. Il est possible que la force de dissuasion prévue par les deux pays se transforme en force de police aérienne, chacun contribuant avec une douzaine de jets pour patrouiller dans le ciel ukrainien. Cela ne règle cependant pas la question Poutine. Le chef de la Russie s'oppose à la présence de forces de l'OTAN en Ukraine. Il est probable que Poutine ne soit pas non plus enchanté par le survol de l'Ukraine par des avions alignés par l'OTAN. Ainsi, le déploiement d'Eurofighters en Pologne pourrait être la troisième stratégie utilisée par l'armée de l'air britannique. Étant donné que la Pologne et le Royaume-Uni sont des alliés de l'OTAN, cela devrait être assez simple. La Pologne, qui se sent tout autant menacée par Poutine que les États baltes, serait probablement favorable à une plus grande collaboration avec le Royaume-Uni. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a affirmé en novembre 2024 que l'agressivité de la Russie constituait une menace réelle et grave de conflit mondial. La Pologne a intérêt à empêcher la Russie de rassembler davantage de soldats près de ses frontières, car elle partage également une frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad, mais l'Ukraine n'est pas la Pologne. La distance sera un problème. Les combats se poursuivent à Kharkiv, à plus de 965 km d'un Eurofighter britannique stationné en Pologne. Les forces de police aérienne de l'OTAN basées sur la base aérienne de Šiauliai en Lituanie n'ont que 100 km à parcourir pour atteindre Kaliningrad et celles basées en Estonie n'ont que 200 km à parcourir pour atteindre la frontière russe. L'équipe de police aérienne des pays baltes peut réagir rapidement à toute menace russe grâce à ses courtes durées de vol. Si les Eurofighters britanniques sont basés en Pologne, ce ne sera pas le cas d'une force de ce type mise en place pour aider l'Ukraine. Il sera peut-être trop tard pour empêcher Poutine de faire ce qu'il veut une fois que les avions auront parcouru 600 miles. Par conséquent, il semble que placer les Eurofighters en Pologne soit un compromis. Comparé à l'Ukraine, la Pologne et les États baltes seraient mieux protégés. De plus, envoyer ces Eurofighters dans un pays qui n'est pas engagé dans le conflit avec la Russie serait interprété comme une tentative d'apaiser Poutine. Le Poutine de Russie s'oppose aux avions alignés par l'OTAN en Ukraine et ne les acceptera pas si la Grande-Bretagne suit l'exemple de la Pologne. L'Ukraine aurait beaucoup plus à gagner à y stationner les jets. Ainsi, nous arrivons à une autre question. Quelle est la qualité des avions que le Royaume-Uni a l'intention d'envoyer en Ukraine? Avec son premier vol en avril 2002, l'Eurofighter Typhoon T1 est un avion de combat polyvalent suffisamment avancé pour rivaliser avec la majorité des appareils de l'armée de l'air russe. Il pèse 20 900 kg à pleine charge et est propulsé par deux turboréacteurs EJ200, chacun d'eux ayant une capacité de post-combustion de 9070 kg. L'avion a une altitude maximale de 16 764 mètres et peut atteindre Mach 1,8. Il est également équipé d'un canon Mauser de 27 mm capable de détruire des cibles aériennes, entre autres armes puissantes, avec ses missiles RR IS-RIAM AIM-120 MRAM et Météor. L'Eurofighter représente un grave danger pour tout avion russe. De plus, l'Eurofighter peut tirer des missiles Storm Shadow à longue portée que vous connaissez peut-être grâce à l'utilisation récente par l'Ukraine de missiles à longue portée qu'elle a obtenus du Royaume-Uni pour cibler la Russie sur son propre sol. Si l'on ajoute à cela les bombes à guidage de précision Pavouet 2 et Pavouet 4, on obtient un avion capable de détruire des cibles terrestres et maritimes, en plus de pouvoir affronter d'autres avions. Les forces aériennes britanniques, allemandes, espagnoles et italiennes utilisent en ce tout moment cet avion, tandis que l'Arabie Saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït et l'Autriche en ont également en stock. C'est également encourageant pour l'Ukraine. Le fait que plusieurs nations utilisent cet avion indique que ses capacités de combat sont impressionnantes, ce qui garantit que la Russie considérera l'Eurofighter comme une menace s'il est stationné au-dessus de l'Ukraine. Enfin, l'autonomie de l'Eurofighter est impressionnante. Il a une autonomie de vol de 2900 km. Avec le carburant restant pour le voyage de retour à la base, il peut également effectuer des vols de la Pologne à Kharkiv. Si la Grande-Bretagne choisit cette voie pour le déploiement, la Russie devrait donc faire face à un avion à réaction capable de rivaliser avec la majorité des appareils qu'elle pourrait envoyer en Ukraine. Il reste une dernière question à se poser.
Pourquoi le Royaume-Uni développe-t-il maintenant ce plan? Les inquiétudes du Royaume-Uni quant à la disponibilité de troupes adéquates pour une force de maintien de la paix basée au sol en Ukraine sont un facteur contributif, même si le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré le 16 février que son pays était prêt à déployer des troupes en Ukraine. Cela aurait un impact négatif sur l'armée britannique. Lord Danett, qui a dirigé l'armée britannique de 2006 à 2009, aurait déclaré à la BBC que la Grande-Bretagne devrait déployer 30 000 soldats par rotation en Ukraine dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Pour une armée qui ne compte que 184 860 membres actifs, c'est préoccupant. L'Ukraine serait affaiblie si le Royaume-Uni affectait un sixième de ses militaires actifs au conflit. Danett affirme que pour répondre aux exigences d'une telle mission, le Royaume-Uni devrait déployer une partie de ses 924 000 réservistes. De plus, les affirmations de Starmer selon lesquelles le Royaume-Uni finira par consacrer 2,5% de son PIB à son armée seront encore insuffisantes. Cela couvrirait à peine les lacunes causées par des années de sous-investissement dans l'armée britannique. Ces problèmes de main-d'œuvre seraient résolus si des Eurofighters étaient envoyés en Ukraine. Au lieu d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, la Grande-Bretagne utiliserait certains des 137 avions actuellement stockés pour assurer une surveillance aérienne et servir de système d'alerte en cas d'action russe potentielle. L'implication des États-Unis dans la planification britannique ne peut pas non plus être ignorée. Starmer s'apprêtait à rencontrer Trump à la Maison-Blanche lorsque le projet britannique d'Eurofighter a commencé à faire surface. La critique sévère de Trump à l'encontre de Zelensky, dans laquelle il laissait entendre que le dirigeant ukrainien était un despote qui aurait pu mettre fin à l'invasion russe à tout moment en trouvant un compromis, a précédé cette rencontre. Avant cette rencontre, Starmer avait déclaré qu'un soutien américain était nécessaire pour toute assistance militaire européenne à la sécurité de l'Ukraine. La seule façon efficace de dissuader la Russie de recommencer à attaquer est de fournir une garantie de sécurité américaine, a poursuivi Starmer. Depuis lors, Starmer et Trump se sont rencontrés. L'ego de Trump a été stimulé par l'offre du Premier ministre britannique d'une deuxième visite d'État inhabituelle, au cours de laquelle il rencontrerait le roi Charles III. La question de l'Ukraine a de nouveau été soulevée et Trump a fait volte-face en qualifiant Zelensky d'homme très courageux et en déclarant qu'ils s'entendaient bien. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion houleuse à la Maison-Blanche avec Zelensky, Trump changeait à nouveau d'avis, reprochant à l'Ukraine de ne pas être plus reconnaissante envers les États-Unis pour leur aide. Lors d'une réunion ultérieure, cette fois entre Zelensky et Starmer, le Premier ministre britannique a assuré le dirigeant ukrainien qu'il avait le soutien total du Royaume-Uni. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous serons à vos côtés, aux côtés de l'Ukraine, a poursuivi Starmer. La Grande-Bretagne tente de trouver un équilibre. Starmer renforce le lien prétendument unique entre les États-Unis et le Royaume-Uni, d'une part. Il tente de convaincre le leader américain, qui fait figure de joker, que soutenir Zelensky en Ukraine est la bonne ligne de conduite. Cependant, il démontre que la Grande-Bretagne soutiendrait l'Ukraine malgré les remarques de Trump. Le reste de l'Europe ne fait pas exception. La nécessité d'un nouveau leader dans le monde libre est devenue évidente aujourd'hui. À la suite de la rencontre mouvementée entre Trump et Zelensky, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, a affirmé qu'il était de notre responsabilité en tant qu'Européens d'accepter ce défi. Il est possible que le Royaume-Uni envisage de déployer des Eurofighters dans un exercice d'équilibrisme similaire, sans avoir à engager autant de troupes qu'il le ferait normalement dans une force de maintien de la paix. Il est en mesure de démontrer à Zelensky le type de soutien qu'il dit pouvoir apporter. De plus, Starmer démontre à Trump que le Royaume-Uni est prêt à assumer la responsabilité des garanties de sécurité dont l'Ukraine a besoin, ainsi que la France, si les Eurofighters sont envoyés dans le cadre d'une force de réassurance unie. Il pense que cela empêchera Trump de négocier un accord de paix qui donne la priorité à la Russie sur Zelensky. Dans sa discussion avec Trump, Starmer a évoqué la volonté du Royaume-Uni d'agir, comme pour réaffirmer ce point. Afin de garantir une résolution ferme et équitable qui ne profite pas à l'agresseur, il a informé le président américain que le Royaume-Uni souhaitait jouer un rôle clé dans les négociations. Selon Starmer, un accord doit être soutenu par le Royaume-Uni et ses alliés si l'on veut que la paix perdure. Il prévoit d'utiliser son déploiement d'Eurofighters pour y parvenir. Maintenant, la seule question est de savoir si Trump a été persuadé par le Royaume-Uni de réfuter les affirmations de Poutine selon lesquelles il ne permettra pas aux forces alignées sur l'OTAN de servir de force de maintien de la paix en Ukraine. Pensez-vous que le Royaume-Uni enverra des Eurofighters en Ukraine? Et combien en enverra-t-il si c'est le cas? Les États-Unis soutiendront-ils cette action et d'autres pays européens se joindront-ils à eux? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires.